L'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne. Pour l'horreur, quasiment le nazisme. Une France qui serait envahie de je ne sais qui. Enfin, bon, bref. De je ne sais qui. On veut leur montrer qu'on est plus nombreux. Ils ont voulu se foutre de nous, ils ont voulu nous insulter. Nous, on est plus intelligents, on est plus endurants. Et si on avait plus de gosses qu'eux, comme M. Sterrin se plaint de ça, bah, tant pis pour eux. Si vous devez faire des gosses, bah, ils ont qu'à s'aimer et faire l'amour et faire des enfants. S'ils n'arrivent pas à en faire, tant pis pour eux. En tout cas, nous, on a réussi à le faire. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Vous avez peut-être vu passer cet extrait récemment. Il vient d'une interview d'1 heure que Mathilde Panot a donnée sur la chaîne Le Média. Aujourd'hui, on va revenir sur les 5-10 minutes qui précèdent le fameux extrait et vous allez voir que c'est un véritable condensé de ce qu'est l'AFI. Alors préparez votre bingo LFI et on y va. Je vous donne encore un tout petit peu de contexte pour que vous puissiez rentrer dans l'interview facilement. On va débarquer à un moment où Mathilde nous parle du fait d'être députée, de ne pas se laisser corrompre par l'institution, etc. Ce qui est un sujet intéressant en soi. Après, les méthodes de la France Insoumise pour rester connecté aux vrais gens, bon, vous allez voir. Donc en fait, si vous ne voulez pas sortir de l'Assemblée nationale, vous pouvez ne pas sortir de l'Assemblée nationale. Et c'est évidemment extrêmement dangereux. Donc oui, nous, on fait attention. Et puis, y compris, il y a des impératifs dans le groupe parlementaire qui nous semblent hyper importants. Par exemple, sur la question de tout ce qui est les droits fondamentaux. Comme on a un gouvernement qui, à peu près tous les 6 mois ou 1 an, nous pond des lois plus répressives sur la question de la justice, de la prison, etc. Nous, tous les députés de mon groupe ont déjà été au moins une fois en prison. Tous les députés de mon groupe ont été au moins une fois dans un centre de rétention administrative. Et je considère que c'est primordial si on veut comprendre de quoi on parle, parce que c'est pas du tout la même chose de dire ah oui, mettons de la prison à tout le monde, arrêtons tout le monde dans des centres de rétention administrative, après avoir vu ce que ça voulait dire concrètement. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on fait attention. Voilà, donc vous pouvez cocher « Promeut le laxisme judiciaire » dans votre bingo. On vit dans un pays où la justice manque de moyens et peut connaître de sérieux dysfonctionnements, un pays où les injustices pénales sont légion, un pays où les forces de l'ordre sont entrées dans un rapport de défiance avec la justice. Aujourd'hui, il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice! Et pas que les forces de l'ordre d'ailleurs. Un pays où on paye chaque année plus de 400 000 € pour Salah Abdeslam alors que dans un pays normal ça coûterait actuellement 0. Mais selon nos LFistes, le problème c'est la répression. Idéologie de la défense sociale, harangue de Bodo, etc. On est en plein dedans et c'est dégoûtant. Bref, à l'avenir, je recommande à Mathilde Panot et son équipe de faire un stage de découverte auprès des victimes. Peut-être qu'après ça, leur ligne sera moins catastrophique. Et puis après, la vie parlementaire... Enfin, on a de la chance, nous on est des militants, on est payés à militer, c'est extraordinaire, on a une chance incroyable d'être élus. Alors là, forcément, je peux pas m'empêcher de penser à la vidéo récente de Ralph de la Cartouche sur les militants. Je vous mets le lien en description, et voilà un tout petit extrait très évocateur. Tout militant finit par être de mauvaise foi, c'est la thèse de cette vidéo. Et je vous laisse imaginer les sommets que peut atteindre cette mauvaise foi, quand en plus, on est payé pour ça. Et donc, c'est aussi hyper riche dans les gens qu'on va rencontrer, les associations, les collectifs, les syndicats avec lesquels on va construire des propositions de loi, avec lesquels on va pousser des textes de loi. Par exemple, la nationalisation d'ArcelorMittal qu'on a gagné dans la niche précédente en novembre. Bon, tout ça, ça se construit avec les uns et les autres. Et ça, c'est une chance extraordinaire qu'on a. Alors là, on touche à un point intéressant. Malgré toutes les critiques qu'on peut faire et que je ne vais pas me priver de faire sur LFI dans cette vidéo, j'ai le sentiment qu'il y a un truc qu'il faut quand même leur laisser, c'est que parmi les partis médiatisés, ils sont quand même les seuls à bosser certains sujets. En l'occurrence, nationaliser ArcelorMittal, est-ce que c'est une bonne chose? La question se pose et on ne va pas y répondre ici, mais c'est le genre de sujet qui ne doit pas être caricaturé. Bref, LFI a parfois le mérite de mettre certains sujets sur la table, après c'est moins vrai maintenant qu'il y a quelques années. T'en parlais en début d'interview, quand tu étais arrivé au Front de Gauche, tu disais, au Front de Gauche Sciences Po, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de nanas. Et tu es une des rares femmes à ce niveau de visibilité, de responsabilité à gauche. Est-ce que
tu le vois dans ton quotidien, ce traitement différent? Est-ce qu'à l'Assemblée, tu le remarques, la violence qui peut s'exercer contre les femmes politiques? Ah oui, très clairement. Enfin, je veux dire, les femmes, tout y passe. La manière dont on s'habille, notre physique, notre vie privée. Et d'ailleurs, le pire étant probablement pour des femmes qui, en plus, sont arabes ou noires. Je pense à la violence qu'a subie à de multiples reprises mon ami Daniel Obono, Nadège Abomangoli, Rima Hassan, qui est quand même un des exemples du harcèlement qui est fait contre Rima. Alors là, j'arrête tout de suite notre chère Mathilde. Je ne nie absolument pas que ça puisse faire une différence d'être une femme en politique, qu'on puisse être confronté à des difficultés que l'autre sexe ne connaît pas, etc. Donc ok, il y a un sujet, mais vous en faites quoi de ce sujet? Au lieu de comprendre les pourquoi, les comment, vous poussez la pleurniche toujours plus loin jusqu'à être inaudible. Là, dans cet extrait, tout ce que fait Mathilde Panot, c'est s'amuser à cumuler les cartes au jeu de la victimisation. Mais pour aller où? Rappelez-vous de la scène avec le député qui avait eu le malheur de confondre Obono avec sa collègue et la réaction hystérique que ça avait suscité. En faisant ça, vous écartez les gens de votre combat. Donc ça, c'est encore pire pour elle. Donc oui, on voit bien la violence qui est déployée contre les femmes. Et oui, il y a un traitement qui reste différencié, ça c'est une évidence. À gauche, comment ça se manifeste? Est-ce que tu vois qu'il y a sur quels angles la gauche doit encore faire des efforts là-dessus? Surtout, en fait, c'est un peu comme quand on parle de racisme. Je veux dire, la société, elle reste patriarcale. Donc en fait, tous les mouvements politiques, même lorsqu'ils essayent de faire toujours mieux, sont traversés par des choses qu'il y a dans la société. Donc, il y a plein de choses. Nous, on fait, à chaque élu, à chaque fois qu'il y a un nouveau mandat, on fait des formations, notamment sur la question du sexisme, notamment sur la question des violences sexistes et sexuelles. Donc, formation, ça, on le fait. On va pas passer par 4 chemins ici. Les formations sur le sexisme, c'est généralement de la merde. Parce que quand on vient t'expliquer qu'il y a un continuum entre la blague sexiste et le viol, et qu'en luttant contre les premières, on va réduire les crimes, ça fait doucement rigoler. En tout cas, il faudrait songer à changer de formateur chez LFI, parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Bref, ces formations sur le sexisme, je pense que c'est une pompe à fric, qu'il y a des gens qui ont senti le bon filon pour se faire un max de blé, et c'est tout. Je cut un petit passage inintéressant de la suite de l'interview, et on se retrouve tout de suite avec Mathilde de La Tribune. Parce que, par exemple, moi, on me reproche beaucoup d'être une femme extrêmement dure, agressive, C'est le cadrage médiatique, oui. Oui, mais en fait, aussi parce que si j'étais un homme, on dirait de moi que je suis un tribun. Parce qu'en fait, je fais des discours avec des millions de vues. Oui. Mais comme je suis une femme, je ne suis pas un tribun. D'ailleurs, il n'y a pas de féminin à ça. On ne va pas dire que je suis une tribune, quoi. Mais du coup, ça donne des traitements différenciés. Qui d'ailleurs se voyait beaucoup, par exemple, dans les invitations médiatiques. Moi, il a fallu attendre que je sois présidente du groupe parlementaire officiellement, alors que j'étais vice-présidente depuis 2 ans et demi du groupe, pour que je sois enfin invitée dans les médias. C'est-à-dire que j'ai mis 5 ans à être invitée dans les médias. Mais même dans les médias, il y avait un cadrage assez bizarre où si c'est toi qui es en train de confronter un journaliste en contradiction, etc., ensuite l'analyse, ça sera la colère, la gestion des émotions, etc. Si c'est un homme, ça sera punchliner, il est fort en débat. Ah oui, ça reste de manière très forte, ça c'est clair. J'ai envie d'interpeller ce sympathique intervieweur en lui demandant ce qu'il pense du cadrage médiatique qu'on fait aux personnalités de droite. Pourquoi quand un journaliste de gauche donne son avis, c'est un éditorialiste, et quand c'est un journaliste de droite, c'est un polémiste. Ensuite, sur cette question du traitement médiatique des femmes, je veux bien, encore une fois, mais alors comment vous expliquer qu'à droite, parmi les personnes reconnues comme les meilleurs débatteurs, punchliners et tout ce que vous voulez, on retrouve 2 femmes. Sarah Knafo et Marion Maréchal sont clairement adulées par leur camp, reconnues comme incisives et percutantes, bizarre pour le camp du sexisme. Donc en fait, faut arrêter de se réfugier derrière le fait d'être une femme pour tout et n'importe quoi, c'est chiant. Si on dit d'une telle qu'elle a l'air hystérique ou qu'elle est mauvaise, c'est peut-être tout simplement parce que c'est le cas. Stop au totem d'immunité. Pour la transition, c'est la Nouvelle-France. Peut-être que ça fait partie justement de cette Nouvelle-France. C'est quoi exactement? Et dans la foulée, pour faire le lien avec ce qu'on entend
en ce moment. Est-ce que tu regrettes qu'à gauche, il y a de plus en plus de gages qui sont donnés à la droite, notamment sur l'immigration ou le racisme? Je pense aux récentes déclarations de François Ruffin sur l'immigration du travail, des personnalités du Parti socialiste qui refusent d'utiliser le mot islamophobie. Tout à fait. Il y aurait plein d'exemples à prendre, hein, mais cet alignement... On aurait pu citer Roussel aussi. Oui, j'avais pas de citation en tête, mais ça, il y en a plein. Oui, il y en a plein. mais oui, est-ce que ces gages, tu les regrettes et globalement, est-ce que ça vous met dans une position compliquée c'est plus que les regretter. En fait, c'est aberrant de se dire de gauche et de céder comme ça du terrain à l'extrême droite. En fait, il s'aligne sur les fantasmes de l'extrême droite, qui encore une fois ne sont pas la réalité. Bon bah voilà, on y est, la phase terminale de ce qui s'est joué après 2017. Mélenchon a fait son choix entre une ligne populiste et une ligne gauchiste. Je répète parce que des fois il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. 10 ans après, on en est là. La nouvelle France. Très bien, mais est-ce qu'il y a une place pour toi dans cette nouvelle France, Mathilde? L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ses réalités. Cette époque du porte-parole est révolue. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Ce n'est pas parce que dans les médias, CNews, suivis par d'autres qui les imitent, on parle sans cesse d'immigration, d'insécurité par des immigrés ou je ne sais quoi, que c'est la réalité de ce que les gens vivent. Faut se rappeler, par exemple, dans les cahiers de doléances des Gilets jaunes, quand les chercheurs ont analysé les cahiers de doléances des Gilets jaunes, les premières questions qui revenaient sans cesse, c'était l'éducation des gosses, le pouvoir d'achat, enfin des choses qui n'ont rien à voir avec les fantasmes qu'a l'extrême droite. Ragé contre ces news, on avance dans notre bingo. Plus sérieusement, c'est un truc qui m'agace pas mal à gauche, quand ils nous disent plus ou moins clairement que ce sont les médias qui créent le racisme, qui créent les divisions entre les gens, qui créent les haines et la peur, etc. S'il y a un truc qui pousse les gens à voter à droite, c'est votre Nouvelle France, c'est tout. CNews, c'est juste un média qui leur dit que c'est ok de voter à droite. Faut quand même se rendre compte qu'il y a des gens qui sont contre l'immigration, qui trouvent que la France est en déclin et qui sont très sceptiques sur la mondialisation, mais qui ne voteront jamais à l'extrême droite parce qu'on leur a mis des verrous mentaux, des tabous électoraux. Alors attention, je dis pas que Bardella et compagnie c'est la bonne solution, tout ce que je dis c'est que CNews fait figure d'exception dans un paysage médiatique dopé par les 4 milliards du service public, qui trace depuis des décennies des lignes entre fréquentables et infréquentables, entre sujets autorisés et interdits. Bref, si les médias ont créé un truc, ce n'est pas le vote à l'extrême droite, mais son tabou. Donc en fait, c'est lamentable de reprendre les thèmes de l'extrême droite en pensant que c'est comme ça qu'on pourra vaincre l'extrême droite. On ne vaincra l'extrême droite qu'en étant clair sur ses principes et en ne cédant pas un pouce à l'extrême droite sur les questions du racisme, sur les questions d'immigration, sur toutes ces questions-là. Tous ceux qui, en fait, leur cèdent du terrain, à chaque fois, les font avancer parce qu'en fait, ils rentrent dans leur cadre idéologique. Tout comme l'extrême droite devient fréquentable parce qu'on la fréquente, eh bien, l'extrême droite devient acceptable parce qu'on accepte ses thèses. Et donc, il faut être absolument strict sur le fait de ne jamais rien céder à l'extrême droite. Ça, c'est la première chose. Faut dire que malheureusement, électoralement parlant, j'ai peur qu'elle ait raison. LFI progresse et arrive à mobiliser en s'enfermant dans leur délire antifasciste. Et sur le sujet, c'est toujours la même question, où commence le fascisme ? En tout cas, si leur stratégie parvient à mobiliser, elle tend la société. Et je me demande où on va en faisant monter toujours plus le niveau d'hostilité entre les Français. Et la deuxième chose, du coup, la Nouvelle France, c'est pour ça que pour nous, c'est un concept qui est très puissant. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne, une France qui serait envahie de je ne sais qui, bref. L'instant est lunaire, puisqu'on entre dans la dissonance cognitive la plus totale. LFI nous parle d'une nouvelle France qui dépasserait donc une ancienne France, blanche, patriarcale, tout ce qu'on veut,
tout en nous disant que cette France n'a jamais existé. Et le tout en traitant n'importe qui dit que l'immigration augmente et que la France ne change pas dans le bon sens, de facho. Attention, cette figure est extrêmement périlleuse, ne pas reproduire chez vous. Et comme le changement de population est à la base de toute cette discussion, je vous renvoie vers la vidéo dans laquelle je mets un point final à cette question. Donc ils sont dans un fantasme complet sur ce qu'est le pays. Et le concept de la Nouvelle-France, c'est tout simplement dire que c'est la France qui assume son peuple dans son entièreté. Et que le peuple, si on prend un point de départ, parce qu'il faut prendre un point de départ pour comprendre d'où on parle, si on prend 1958, qui est la constitution de la Ve République, on a un peuple qui a profondément changé depuis 1958. Je veux dire, les femmes ont conquis des droits nouveaux, notamment le droit à l'avortement, mais beaucoup d'autres. L'homosexualité était pénalisée à cette époque. Vous aviez, par exemple, dans les années 70, une famille sur 10 qui était une famille monoparentale, généralement une femme avec des enfants, disons le plus simplement, puisque c'est généralement ça. Aujourd'hui, c'est une famille sur 4, donc il y a des nouvelles formes de famille. Il y a, ça c'est un chiffre c'est ça qui fait souvent réagir les fachos, mais il y avait un Français sur 10 qui avait des grands-parents aujourd'hui, c'est un Français sur 3 aujourd'hui qui a des grands-parents étrangers. Et ça, c'est la France telle qu'elle est aujourd'hui. On remarquera le petit sourire gêné de Mathilde, puisqu'après avoir passé des années à nous dire que l'immigration est stable, que la France a toujours été une terre d'accueil et autres poncifs éculés, ça y est, c'est trop gros, la gauche ne peut plus nier et commence à assumer. Sauf qu'il faut obligatoirement dire que c'est une bonne chose, sinon c'est retour à la case fantasme et facho. Bref, au risque de me répéter au fil des vidéos, la gauche prive la France d'un débat, fait monter les antagonismes et hystérise toute la société. Mais tu crois que ça va rendre service à qui, tes conneries? Et donc, la France qui s'assume dans l'entièreté de son peuple, c'est aussi celle qui peut regarder vers son avenir et créer des choses nouvelles. Et notamment, une des choses vers on projette la nouvelle France, c'est la question de la 6e République et du pouvoir au peuple et sur la manière dont, à partir de ce pays tel qu'il est aujourd'hui, et non pas des fantasmes de l'extrême droite, comment est-ce qu'on fait peuple ensemble, et notamment comment est-ce qu'on réécrit une constitution qui permet de récupérer le pouvoir à un homme et un seul, c'est-à-dire un président qui a des pouvoirs absolument démentiels, comme on l'a vu notamment avec Macron au moment de la retraite à 64 ans. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux conclure la séquence. Je vais pas me lancer sur pourquoi la 5e République n'est plus la 5e, de réforme constitutionnelle en jurisprudence, ils l'ont liquidée. Ça mériterait une série de vidéos, donc je vais m'arrêter là. Ça fait un petit moment que j'avais plus rien sorti sur ma chaîne, j'ai pourtant plein d'idées et des trucs assez différents des autres vidéos que j'ai sorties jusqu'à maintenant, faut juste que je trouve le temps de les faire. Bref, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. En attendant la prochaine, je vous laisse avec la preuve ultime que la Nouvelle-France de Mathilde Panot n'est pas un fantasme. Merci et à bientôt, c'était Paul Marcellus.